Bien, je vous remercie pour votre ponctualité à nouveau. Nous reprenons donc nos débats avec la quatrième et dernière table ronde, le dernier acte, le quatrième acte, sur le thème de l'innovation. Je pense qu'on a vécu des moments assez tendus, assez chauds, sur la table ronde sociale, sur la table ronde fiscale, parce que ça, c'est les deux thèmes qui font mal. On va peut-être pouvoir aborder la question de l'innovation avec un petit peu plus de décontraction, tout aussi lucide, tout aussi constructif. Mais enfin, je crois que c'est un thème sur lequel les choses sont un peu moins vives. Alors, pour cette table ronde, je précise d'ailleurs que sous le terme innovation, il ne s'agit pas uniquement de l'innovation technologique, mais ça, je pense que ça va de soi. Pour cette table ronde, je vous demande d'applaudir Olivier Campenon, Patrick Desbiens et Patrick Roméo. Alors, exceptionnellement, il n'y a pas de grand témoin à cette table ronde, ou plus exactement, il n'y a pas de grand témoin sur cette scène, car comme vous le savez, le grand témoin qui clôturera cette table ronde, et qui la clôturera depuis la tribune, est ni plus ni moins que le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg. Alors, je vous présente mes voisins. Tout d'abord, Patrick Roméo, qui est président de Shell France, Olivier Campenon, qui est vice-président et développement de BT Global Services. C'est lui qui représente un peu notre œil très international. Mais enfin, on se rend compte qu'ils sont tous très internationaux. Et puis, bien sûr, Patrick Desbiens, qui préside GSK en France. Alors, notre table ronde doit permettre de répondre donc à la quatrième et dernière grande question de ces États de la France, telle qu'elle figure sur notre feuille de route, notre commande. Comment améliorer l'attractivité innovatrice de la France pour plus de progrès et de prospérité? Là aussi, progrès, prospérité, c'est comme tout à l'heure, emploi et bien-être. On tape large, mais si on n'a pas d'ambition, on n'a aucune chance d'y arriver. Et donc, pour définir les enjeux de cette table ronde, je demande à notre président de séance, Gérald Karsanti, qui préside HP en France, de bien vouloir monter à la tribune et d'ouvrir officiellement notre discussion. Voilà, Gérald, si vous voulez bien, la parole est à vous. Mesdames, Messieurs, alors j'espère que vous êtes toujours en forme car nous allons aborder un sujet extrêmement dynamique et important puisque j'ai le plaisir effectivement de présider et de lancer le débat sur un thème majeur qui au fond est la réunion de plusieurs sujets que nous avons abordés aujourd'hui car là se retrouvent l'économique, le social et la fiscalité qui était la précédente table ronde. Donc nous allons aborder un thème majeur, celui de l'innovation, de son impact sur la santé de notre pays et au-delà de notre attractivité créatrice. Ces enjeux qui visent un double objectif, en référence à l'intitulé de la table ronde, plus de progrès et de prospérité, dépassent et de loin les objectifs habituels de profit ou de maximisation. Depuis la nuit des temps, il est une constante chez l'homme, celle de toujours vouloir aller de l'avant pour que le monde de demain aille mieux que celui d'hier. N'est-ce pas au fond le premier enjeu de toute société constituée ? Peut-on imaginer que la France redevienne une zone de croissance rapide à 2 chiffres, une zone d'attraction pour des investisseurs venus du monde entier? Tout est possible, mais à la condition préalable d'innover. Et innover, c'est d'abord inventer, c'est-à-dire mettre au point de nouveaux produits, de nouveaux processus, résultats de travaux de recherche et d'expérimentation. Innover signifie également imaginer quelque chose, déjà dans sa tête. Innover, c'est créer, et créer, c'est rêver. Innover, c'est vouloir démarrer quelque chose de neuf, nouveau, jamais envisagé auparavant, d'introduire un nouveau concept, de créer une rupture. L'innovation est fondatrice de valeur, car elle crée de nouvelles brèches de développement. Indispensable donc pour sortir de la crise économique et financière, l'innovation est tout aussi incontournable sur le plan des défis sociaux et environnementaux. Elle n'est donc pas une option, elle conditionne notre survie et notre rayonnement à venir. C'est innover ou décliner. L'innovation n'est pas non plus indolore. Elle vient perturber les équilibres, ébranler nos bases, remettre en cause le statu quo.
L'expression de destruction créatrice de Schumpeter est intéressante de ce point de vue. L'économiste montrait bien dès 1942 que la disparition de certains secteurs d'activité, elles-mêmes porteuses de valeur, laissait donner naissance à de nouvelles activités. La formule « break it to build it », utilisée par de nombreux économistes américains, exprime une idée assez semblable. Il faut casser pour reconstruire, pour faire du neuf et se donner de nouvelles perspectives. Tout va décidément très vite, et je ne voudrais pas parier pour autant sur un ralentissement. Le génie humain est sans limite. Nous avons plutôt le devoir, tous ensemble, de nous adapter à ce monde en mouvement, tout en posant les bases d'une éthique irréprochable et réfléchie. Songez que nous sommes entrés depuis 3 décennies environ dans un nouveau bouleversement majeur de notre écosystème, une révolution dite numérique ou digitale, et qui prolonge la précédente, la révolution industrielle qui a vu le jour avec le boom ferroviaire. Elle-même s'était inscrite dans le prolongement d'une société qui était alors profondément ancrée dans l'agriculture et l'artisanat. Aujourd'hui, avec l'apparition des nouvelles technologies, tout s'est accéléré. Les modèles organisationnels, les systèmes de management et de gouvernance, l'accès au marché, la commercialisation des produits et services, rien n'est plus statique. Ne pas s'adapter, c'est se préparer des lendemains très difficiles. Pour autant, il nous faut être attractifs et le rester. Quelques chiffres tout d'abord. Selon Chausson Finance, l'évolution des montants investis en capital risque entre le second semestre 2012 et le premier semestre 2013 a été de 20%. Le nombre d'entreprises et d'organismes de recherche français dans le top 100 mondial des plus innovants est de 12 pour 2012, ce qui est très encourageant. Qu'à 69% des entreprises innovantes estiment qu'il leur serait difficile de le faire sans le crédit impôt recherche. La France est au 6e rang en matière d'effort total en R&D, ce qui constitue un très bon résultat. Des actes ensuite. Les pouvoirs publics n'ont pas attendu pour agir. Nous parlions du CIR, Crédit Impôt Recherche. Il faut savoir qu'il a bénéficié à près de 18 000 entreprises, 2 000 filiales étrangères ou sociétés françaises à capitaux étrangers. La création des pôles de compétitivité au milieu des années 2000 a également permis aux entreprises de progresser. En 2013, le programme d'investissement d'avenir portant sur 35 milliards de dollars, le tout géré par le Commissariat général à l'investissement, a pris le relais, sans oublier bien sûr une nouvelle donne pour l'innovation, chantier plus récent qui comporte des mesures transverses et novatrices. De nombreuses entreprises aident des start-up à se lancer. HP France a lancé un projet incubateur qui vise à accompagner de jeunes entrepreneurs dans leurs ambitions, mais aussi à encourager l'innovation créatrice au sein d'HP, et ceci quel que soit l'âge du collaborateur. Le génie créatif n'a pas d'âge, mais avec le temps, nous savons que les risques augmentent. Or, nous sommes convaincus qu'il faut accepter l'échec comme une possibilité, qu'il faut faire du droit à l'échec, à l'échec comme une possibilité, qu'il faut faire du droit à l'échec, une possibilité, et qu'il faut donner une seconde chance, et même une troisième, une évidence, et demander de l'aide n'est pas un problème, mais plutôt une preuve d'intelligence. Nous voulons apporter notre concours car nous admirons celles et ceux qui se lancent dans l'aventure de la création et qui innovent. Enfin, des faits, même si nous reculons dans presque tous les classements, nous disposons d'une recherche et d'un enseignement de très haut vol. Les Américains, les Chinois ou les Israéliens le savent bien, ils n'hésitent pas à venir débaucher nos ingénieurs en leur proposant des ponts d'or. Nous bénéficions aussi d'un environnement de travail et de vie propice à l'épanouissement et propre à attirer les meilleurs talents dans nos centres de recherche et laboratoires. Nous devons nous questionner sur notre système éducatif et les changements à opérer pour le rendre plus performant, sur la notion de rendement de l'innovation, sur le rôle de la puissance publique dans l'attractivité locale, sur la circulation d'idées nouvelles, sur la culture du risque, propre aux entrepreneurs, et enfin sur des questions propres à l'innovation managériale. Il faut payer davantage nos chercheurs, leur confier des budgets plus importants et leur donner plus de moyens. Quelques questions pour finir. Que doit-on faire pour attirer ceux, français ou pas, qui créeront les pépites de demain? Comment inciter ceux qui hésitent à se lancer lorsqu'ils ont une bonne idée? Comment sélectionner les domaines d'excellence là où nous devons investir? Quel est le rôle des pouvoirs publics dans cette bataille pour l'innovation et celui du privé, par ailleurs? Est-il encore temps pour que la France devienne un Eldorado pour la recherche, une véritable Silicon Valley, comme d'autres nations ont réussi à le faire? Quelle est notre véritable proposition de valeur qui permettront à la France de devenir une
critères de différenciation évidente. Voici quelques-unes des questions qui nous traversent l'esprit quand on songe à l'innovation et à l'attractivité de la France. Et je redonne la parole à Gilles. Merci beaucoup Gérald Garsanti. On a la barre fixée assez haut avec votre feuille de route. On va essayer de la franchir. Bruno Lanvin va monter à la tribune pour la dernière intervention, en tout cas dans ce format-là, et notamment aller chercher l'extrait de l'étude l'INSEAD qui se rapporte le mieux. On s'aperçoit que sur cette question d'innovation, on est sur une dialectique assez subtile. Hein. À la fois, on est bon, mais on n'est peut-être pas aussi bon qu'on devrait l'être, et on n'est peut-être pas aussi bon qu'on l'a été. Hein. C'est ça le message, Bruno. Oui, merci Gilles. Comme Gérald Garsanti vient de le souligner, cette table ronde est en fait à l'intersection des trois précédentes. Il y a une composante économique, une composante sociale, une composante fiscale qui sont très claires dans ce qu'est une bonne politique d'innovation. Et si, comme le soulignait Gilles, on devait avoir une raison de se réjouir dans l'une de ces quatre tables rondes, ce serait bien celle de l'innovation. C'est un des domaines dans lesquels non seulement la France obtient des résultats, dans lesquels la conscience a été prise par les autorités publiques et privées de l'importance du sujet, et dans lequel on voit poindre des résultats que je vais essayer de décrire rapidement. Alors, premier graphique qui est dans l'étude, et je vous demande d'aller au-delà du titre qui parle d'une dégradation de la position française. Cette dégradation est relative. C'est-à-dire que la France, qui était 4e dans le monde il y a quelques années en termes de dépenses de recherche et développement, est passée au 6e rang. Donc c'est une dégradation, mais si on regarde un peu plus précisément l'histogramme ou les histogrammes qui sont présentés sur ce diagramme, on voit que ce déclassement de 4 à 6 est dû principalement aux politiques très agressives de deux pays, qui sont la Chine et la Corée du Sud en matière d'innovation. Donc là, on a eu une multiplication des budgets de R&D. Le signe encourageant, c'est cette prise de conscience. Nous allons très certainement l'entendre de la part d'Arnaud Montebourg dans quelques minutes, mais le gouvernement français, les entreprises françaises ont dorénavant pris la mesure des défis liés à l'innovation et surtout, elles se montrent de plus en plus en mesure d'aller au-delà de l'innovation technologique. Et Gérald Garsanti vient de souligner l'importance de l'innovation managériale. On peut parler d'innovation organisationnelle, voire d'innovation sociale, d'innovation au niveau des business models. Toutes ces composantes font partie d'une politique et d'une approche agressive de l'innovation. Le classement que nous opérons maintenant depuis 7 ans à l'échelle mondiale, donc entre 143 pays cette année, en termes de performance de l'innovation, nous montre que la France est au 20e rang. Encore une fois, c'est un classement qui n'a rien d'infamant. Simplement, on mesure à la performance d'autres pays qu'il y a encore beaucoup à faire pour être parmi les champions du monde de l'innovation. En fait, si on observe les performances de pays comme la Suisse, la Suède, Singapour, on pourrait conclure que pour être dans les champions d'innovation, il faut être petit et commencer par un S. Le fait d'être un petit pays est clairement un avantage. À l'échelle de la France, qui est un pays à la géographie relativement importante, en tout cas par rapport à ses voisins européens, avec une population aussi au-delà de celle des pays que je viens de citer, le risque est celui du saupoudrage. C'est-à-dire qu'au-delà des initiatives, on assiste en fait à une répartition des ressources limitées à travers un nombre de sites qui serait excessif. Donc cette tendance au saupoudrage est une tendance que les États-Unis ont évitée, que la Chine est en train d'éviter, et il conviendrait que la France considère aussi que c'est un objectif qu'elle doit poursuivre. Enfin, la France reste une terre attractive pour les activités innovantes. C'est-à-dire qu'en proportion des entreprises qui choisissent de rester ou d'opérer en France, je parle des entreprises étrangères, les entreprises à fort potentiel et à forte activité d'innovation sont au premier rang. Les parts de marché françaises pour l'accueil des activités liées à l'innovation souffrent néanmoins de la double concurrence des pays à fort niveau technologique du nord de l'Europe, typiquement les pays scandinaves, et des pays à bas coût de main-d'œuvre qualifiée. Bon, ces deux éléments sont connus à l'échelle européenne. Néanmoins, on parle, et c'est ce que montre ce graphique, d'une création annuelle entre 1500 et 2000 emplois dans ces secteurs de l'innovation, ce qui est loin d'être négligeable.
2 points qui pourront être repris par les discussions de cette table ronde, 2 points très concrets, 2 exemples qui peuvent être suivis, celui de la Finlande et celui de la Suisse. La Finlande a érigé, à partir de l'année dernière, un jour national de la célébration de l'échec. Donc ce que Gérald Cassanti soulignait à l'instant se traduit en démarches concrètes. Le respect pour l'échec passe par une célébration d'échec. Autrement dit, dans chaque entreprise, on dit quelle a été ta plus belle gamelle de l'année, on la célèbre et on en retire les enseignements qui peuvent en être retirés. L'exemple de la Suisse, c'est celui de l'apprentissage, où l'échec scolaire n'est pas appelé échec scolaire. On admet qu'un jeune de 12 ans, de 15 ans, de 18 ans puisse se sentir plus à l'aise dans le milieu de l'entreprise que dans le milieu scolaire. La porte ne lui est jamais fermée pour un retour, mais c'est l'un des atouts qui a permis à la Suisse d'être numéro 1 de l'innovation depuis maintenant quelques années. Merci. Merci Bruno. Vous venez vous asseoir avec nous. Et Marc va nous projeter son 4e tableau en noir et blanc, et en couleur néanmoins. Merci. En gris et blanc. Merci Gilles. Donc, je vois que tu as compris. Au bout du 4e, oui, quand même. Encore. Merci. J'ai pas d'autres exigences, Denis. Merci du café. Et d'ailleurs, j'en profite pour te remercier de tout le reste, du fond du cœur. Donc, voici les derniers chiffres que j'ai le plaisir de présenter. Christophe, j'y suis arrivé. De présenter, qui ouvrent notre débat sur l'innovation, avec, vous êtes maintenant familier avec le fonctionnement de mon cerveau. Au passif, à gauche, j'y reviendrai, le nombre de dispositifs de soutien. Juste en dessous, les résultats de la création d'entreprise. Donc je pense qu'on débattra de cette qualité, cette attractivité, cette facilité que l'on doit laisser à l'échec. Moi, je reste sur l'impression premier degré, notamment sur la dégradation du taux d'échec. Quand on compare le taux d'échec des entreprises créées en 2006 et le taux d'échec des entreprises créées en 2002, on voit une dégradation de 4 points, 46% pour les entreprises nées en 2002, après 5 ans, 50% pour les entreprises créées en 2006. Donc il y a une dégradation de ce point de vue-là. Je pense qu'il y a plein de facteurs explicatifs, ou peut-être aurait-il fallu le mettre à droite. Et le rang mondial sur les classements de l'innovation, je n'insiste pas, Bruno vient de les rappeler abondamment. À l'actif, parce qu'en fait il y a un actif beaucoup plus fort sur l'innovation en France, un investissement dans les entreprises innovantes, j'en ferai un de mes 2 chiffres clés. Juste en dessous, l'excellence de la recherche française, alors public et privé, sur les gros moteurs. Selon le classement de Thomson Reuters du top 100 des organismes publics et privés innovants, la France figure, vous le voyez là, vous ne le voyez pas, mais fait figurer 12 organismes et se situe au 2e rang mondial. 3 organismes publics, CNRS, CEA, IFP, 9 entreprises dans plusieurs secteurs, je ne vais pas toutes les citer, dans les telcos, la chimie, l'automobile, les matériaux, l'aéronautique. Il y en a 45 aux États-Unis, mais il n'y en a que 3 en Allemagne, 12 en France. Et puis l'impact du crédit impôt recherche, un peu nos 35 heures à l'envers, pour 2/3 des entreprises innovantes, il permet l'innovation. Alors les 2 données que je vous propose de garder à l'esprit, d'une part, il faut le reconnaître, un sentiment un peu d'empilement, voire de confusion des dispositifs de soutien à l'innovation. 71, plus 34, plus 7, 71 pôles de compétitivité, 34 plans industriels, 7 ambitions pour l'innovation. Et je n'évoque pas ici le parcours complexe des incubateurs, nos appels à projets, et puis les dossiers et quelques recours au crédit d'impôt recherche. C'est sans doute à mettre au passif de notre innovation. Mais d'autre part, et c'est une vraie raison d'espérer parce qu'elle est très récente, et que la dynamique continue, une très belle évolution des montants investis en capital risque entre 2013 et 2012, une augmentation de 20% sur premier semestre 2013 par rapport au dernier semestre 2012, alors que la période précédente avait vu une diminution de 12%. C'est à peu près 400 millions d'euros qui se sont investis dans nos start-up, nos pépites, c'est-à-dire le futur de l'attractivité innovante de la France. Merci. Attendez, Marc, vous n'aimez pas les poissons ou quoi? Parce que je ne vois pas le rapport entre les poissons et les pôles de compétitivité, les 71, 34. Vous pouvez m'expliquer? Quand tu innoves, à un moment, Gilles, tu te retrouves dans cette situation-là. Alors, le poisson qui sort de l'eau, c'est ça? Oui, sans doute. D'accord, très bien. Ok, c'est super. Merci beaucoup, Marc.
Alors, on va, comme les deux autres tables rondes, vous entendre chacun 2 fois. La seule différence, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le ministre, qui n'aura pas forcément assisté à nos débats, interviendra en une seule fois à la fin de cette table ronde. Vous allez voir que les thèmes sur lesquels ont décidé de plancher les 3 chefs d'entreprise qui sont ici sont d'une très grande variété et couvrent, je crois, à peu près la totalité des problématiques qui ont été dressées et dessinées par Gérald Carsanti tout à l'heure, puis par Bruno et par Marc. Alors, on va commencer avec Patrick Roméo, qui va se pencher sur la question du système éducatif. Le lien système éducatif et innovation, je pense qu'il apparaît à peu près clairement à tout le monde. Et là-dessus, vous avez un certain nombre de choses à nous dire. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors moi, j'ai été ingénieur de recherche au début de ma carrière et j'ai fait de recherche et développement pendant 7 ans, mais c'était il y a très longtemps, donc je ne suis pas du tout spécialiste. Donc mon propos sera plutôt le propos d'un père de famille. J'ai eu mes 3 enfants qui sont passés à travers le système et aussi le témoin de la performance des Français, je dirais, dans un grand groupe international comme Shell, où ces Français sont en compétition avec le reste du monde. Et assez rapidement, on est capable de voir quelles sont les forces et les faiblesses de notre système éducatif. Alors pour innover, il faut accepter, stimuler le changement, tirer son énergie de la remise en question du statu quo, il faut avoir le goût du risque. Mais surtout, pour innover, il faut avoir confiance en soi et accepter l'échec. C'est des propos que l'on a déjà entendus. Or, si je regarde la France, je crois qu'on est le pays qui collectivement a le plus peur de la mondialisation. Nous sommes, je crois, les plus anticapitalistes au monde. Et il n'est pas étonnant que la peur du public se traduise par un système éducatif, je dirais, assez peu innovant. Je pense qu'assez peu de choses s'est passé dans l'éducation nationale depuis 1968. Et 1970, c'est le début d'Internet, c'est l'accélération des transformations dans le monde, et je pense que notre système éducatif en est un peu resté aux années 68. Alors que fait-il notre système éducatif? Il perpétue la tradition de l'étude des classiques, la valorisation de la théorie, du par cœur, plutôt que l'expérimentation, la pratique. Il valorise l'écrit plutôt que l'oral. On a tous eu des cours de langue, je pense, où on était incapable à la sortie des cours de prononcer un mot parce qu'on avait terriblement peur d'utiliser la mauvaise déclinaison en allemand. Et puis surtout, on a un système d'éducation qui met en avant la modestie, plutôt que la mise en avant de soi. En gros, le je est proscrit et nous sommes entraînés à utiliser le nous dans le système éducatif français. Et puis alors, l'échec, c'est la honte absolue. On a tous le souvenir de sécher au tableau avec la classe qui ricane et surtout le prof qui nous traite vraiment comme le dernier des moins que rien parce qu'on n'a pas su répondre à la question. On sent des souvenirs précis là. Absolument. Alors Cédric Villani, donc médaillé Fields, expliquait récemment, je le cite, « Notre système éducatif traditionnellement strict et répressif a tendance à renforcer la tension et à paralyser l'élève alors que la capacité à répondre à donner des réponses sans la connaître est la base du progrès mathématique. » Et d'ailleurs, nous recrutons à Shell de façon assez globale, donc nous invitons les Français qui passent le premier filtre à des journées de recrutement où ils sont mis dans des équipes avec des Espagnols, des Allemands, des Anglais, Américains, etc. Et collectivement, ils ont à résoudre une étude de cas et à présenter à un panel le résultat des travaux de l'équipe. Et les Français s'en sortent très mal. Pourquoi? Parce que ces études de cas n'ont pas de réponse unique. En fait, il y a énormément de réponses possibles. Simplement, il faut être capable d'en proposer une et de la documenter. Or, les Français sont terrorisés à l'idée qu'ils n'ont pas compris quelle était la bonne réponse à la question. À tel point, et puis alors l'anglais est parfois hésitant, ce qui fait qu'ils ne sont pas vraiment mis en avant dans le cadre de ces journées de recrutement. À tel point qu'on est obligé aujourd'hui de former les gens aux journées de recrutement. Vous voyez, pour qu'ils comprennent qu'en fait, ce n'est pas un concours de beauté, mais que c'est leur capacité à travailler en équipe, à proposer des idées dans des séances de remue-ménage, etc., qui est important. Pas tellement le fait qu'ils connaissent la réponse à la question. Bon, on est quand même dans un pays où on s'étonne qu'on puisse faire des enseignements en anglais à la fac, par exemple. Donc ça montre quand même qu'il y a beaucoup de frais. Par contre, la bonne nouvelle, je pense, c'est que les survivants sont exceptionnels. Voilà. Donc, et d'ailleurs, je pense que c'est pareil pour les entreprises françaises. Celles qui survivent aux contraintes dont on a parlé ce matin sont exceptionnelles.
On dit chez nous qu'un dirigeant qui réussit en France peut réussir n'importe où dans le monde. C'est pareil, je pense, pour nos jeunes diplômés. En fait, lorsque Shell a choisi un pays pour la construction, enfin l'engineering de ses usines à gaz flottantes, c'est Technip, partenaire français, et Paris qui ont été choisis parce qu'il y a un vivier technologique et un vivier d'ingénieurs en France qui est remarquable. Donc nous avons gagné une compétition par rapport à Tokyo et l'Asie, et c'est lié à la qualité des ingénieurs qu'on trouve en France. Donc les survivants sont exceptionnels. Le CNRS a fait une grosse mutation, hein, on publie des brevets maintenant au CNRS, et je pense que l'école polytechnique elle-même évolue, par exemple. Hein, j'ai appris qu'ils ont créé une chaire de l'innovation qui offre des séminaires pratiques sur l'innovation frugale. En gros, comment faire plus avec moins. Donc, ce qui est quand même assez aux antipodes de ce que l'école polytechnique est censée produire. Et puis, on fait beaucoup d'apprentissage. Nous-mêmes accueillons 15 apprentis à peu près chaque année à Shell, et c'est quand même une source de proximité entre l'entreprise et le système éducatif qui finalement porte des fruits. Donc voilà pour le constat. L'école prépare mal, mais les survivants sont exceptionnels et il y a beaucoup de progrès. Hein. Alors, quelles seraient mes préconisations? Très rapidement, hein, très rapidement. On avance là. Deux points. Revaloriser le pratique, l'oral, le travail en groupe. Minimiser la portée de l'échec dans le cursus scolaire. Et surtout, il faut développer l'assertivité et la confiance en soi, je pense. Le système de notation, on sait tous, au bout d'une heure, qui sont les hauts potentiels dans une classe, je pense. Et donc, le système de notation qui va se décliner toute l'année n'a pas finalement grand sens par rapport à la détection des talents dans une classe. Par contre, il est extrêmement traumatisant et vecteur d'échec et destructeur de confiance en soi. Là, je peux parler pour ma deuxième fille qui a passé son cursus scolaire à se dire qu'elle était mauvaise parce qu'elle avait 11 de moyenne en permanence. Voilà. Donc, alors une autre anecdote, c'est que lorsque on regarde les gens dans les squares, les mamans françaises disent à leurs enfants qui vont jouer, fais attention. Les mamans américaines disent, have fun. Voilà. Donc c'est ici aussi que commence peut-être l'esprit d'entreprise. Très bien. Merci beaucoup, Patrick Roméo. Le pilotage de l'innovation et notamment la nécessité que l'innovation soit rentable et productive. Olivier Cantenon, sur ce sujet. Oui, alors on se souvient tous du slogan « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Alors la question, c'est déjà, pour innover, a-t-on encore beaucoup d'idées? Et il y a un point qui a été montré par l'étude d'INSEAD qui est assez intéressant, c'est de dire que finalement on continue à présenter pas mal de brevets, mais quand on les compare en termes de rendement investi, brevets déposés, on s'aperçoit qu'on est un tiers moins bon que nos Allemands. Donc, d'un côté, sixième pour les dépôts de brevets. Là. Absolument, sixième. Donc, on peut d'un côté se dire, c'est bien parce que c'est vrai qu'on a parlé du CIR, c'est un super mécanisme, mais quel est ce rendement et ce qu'il apporte en termes d'innovation? C'est une première question. Deuxième point, j'ai la chance de m'occuper de l'innovation dans le monde pour le groupe British Telecom, et n'oublions pas, ne dormons pas trop sur nos lauriers du CIR, de plus en plus de pays le mettent en place. Avec des règles différentes, avec des montants différents, mais de plus en plus de pays le mettent en place. On aurait dû le breveter, en fait. Presque, oui. Mais comme vous avez bien posé la question, il s'agit non seulement d'avoir des idées, mais de les transformer en business. Donc, comment rentabiliser ces nouvelles idées? Et là, si vous me permettez, je vais prendre un exemple d'actualité, parce que celui-là a fait déjà grand bruit, et le ministre que l'on va recevoir tout à l'heure pourrait peut-être en parler, c'est la 4G. Parce que voilà un bel exemple d'une superbe innovation technologique s'il en est, et innovation non seulement technologique en tant que telle, c'est vrai que ça permet de communiquer plus vite, d'avoir plus de bandes passantes, mais c'est surtout une plateforme d'innovation supplémentaire. C'est-à-dire que ça ouvre énormément de possibilités, de nouveaux services, de nouvelles idées qui vont pouvoir être mises en place. Et voilà, je ne vais pas commenter sur le choix de Xavier Niel, mais je constate que là, on avait dans notre pays une superbe opportunité, parce qu'on est assez en avance par rapport au reste du monde dans le déploiement de la 4G. On avait une superbe opportunité
de moteur, et on sait combien le numérique est maintenant au sein de toutes les innovations dans nos entreprises. Et tout d'un coup, en quelques semaines, on a effacé beaucoup de valeurs potentielles. Je dis potentielles parce qu'elle n'y était pas encore. Mais, et on n'a pas le temps d'aller dans le détail sur l'analyse du pourquoi, du comment, mais il se trouve que c'est un peu mon métier, donc je peux vous dire qu'une des racines de cette situation tient tout simplement dans la régulation et le choix du régulateur qui, à un moment donné, fait un choix et qui a fait le choix de réduire les prix pour le consommateur. Et donc toutes les décisions qui ont été prises par le régulateur ont été pour pousser à une baisse des prix. Allant dans ce sens-là, on s'aperçoit qu'effectivement, le régulateur a réussi parce que les prix sont vraiment bas, et quand on les compare par rapport à l'Europe, cette fois-ci, ils sont vraiment bas, mais ouvre-t-il la possibilité justement de la création de valeur dont on a besoin. Voilà, donc c'est très concret, ça, hein. Un constat et qui est en plus très réel dans la capacité d'innovation. Dans toutes les études, on l'a vu, le numérique est une des forces de la France. On est en avance de ce point de vue-là. Donc faisons attention de ne pas détruire une des branches fortes sur lesquelles on est assis. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais conclure en termes de ce que l'on peut faire. La première chose, c'est nous, entreprises. En tant qu'entreprise, il est primordial de pouvoir développer des innovations avec l'esprit de la valorisation vue des clients. Quelles sont les caractéristiques que je vais développer pour pouvoir créer de la valeur pour mes clients et comment ensuite je vais les mettre en œuvre de façon compétitive. C'est une question simple, mais qui historiquement ne se retrouve pas toujours dans l'organisation de nos entreprises où on a un R&D d'un côté, un marketing de l'autre, alors qu'il y a un grand rapprochement à trouver de ces deux parties. Donc d'abord chez nous, mais ensuite côté gouvernement, parce que l'exemple que j'ai donné est un de nombreux exemples. Oui, on peut se réjouir actuellement de cette nouvel entrain et de cette nouvelle focale sur l'innovation, mais attention, cette innovation doit se retrouver partout, dans toutes les entités gouvernementales et chez tous les régulateurs, parce que sinon, on dit une chose et on fait quelque chose de l'autre côté. C'était un des thèmes que vous aviez abordé, un certain nombre d'entre vous, au cours de la première conférence des dirigeants d'entreprises étrangères qui était réunie le 27 août à Bercy, notamment avec Flore Pellerin, et vous aviez débattu de ces questions-là. Il y a tout un matériau, si un certain nombre, ça intéresse un certain nombre d'entre vous, surtout demandez-le à Denis Zervudaki, il ressortait de ces discussions des choses tout à fait passionnantes. Merci beaucoup Olivier. Troisième intervenant pour le premier round, Patrick Desbiens. Alors là, on va parler franco, hein, du rôle de la puissance publique. D'une certaine manière, Karine Berger vous a renvoyé le ballon tout à l'heure. Hein. Elle vous a dit, oui, vous payez beaucoup d'impôts, mais regardez tout ce à quoi vous avez droit pour ces impôts. C'est formidable, et notamment le CIR. Alors, analyse de votre part équilibrée, objective, honnête, le rôle de la puissance publique sous ses bons et ses moins bons aspects dans l'attractivité au niveau de l'innovation. Merci. Je vais parler évidemment en canadien français, et je vais parler du médicament. On a parlé beaucoup du Canada, donc peut-être une préambule, même si le Canada est quand même assez élevé dans les différents rankings, je peux vous dire que la France est le plus beau pays du monde. Juste pour mettre les choses au clair tout de suite en débutant. Donc, juste pour faire le pont avec ce qu'Olivier mentionnait, le rendement de l'innovation, évidemment, c'est important. C'est particulièrement important dans le domaine du médicament parce que pour obtenir un médicament, ça nous coûte en moyenne 1 milliard d'euros d'investissement étalé sur 12 ans. Donc, investissements à haut risque, mais qui peuvent rapporter gros, évidemment, pour les patients et pour les industriels. Ces innovations pharmaceutiques peuvent également générer de larges retombées économiques pour un pays, dépendamment de l'écosystème qui est en place. Et en France, on le sait tous, c'est un État qui est relativement centralisé, ou même très centralisé. C'est la puissance publique qui crée cet écosystème de l'innovation pour le médicament, parce que l'État investit en R&D à travers ses structures universitaires. L'État incite à l'innovation avec ses crédits d'impôt recherche, qu'on a déjà mentionné, mais c'est aussi l'État qui fixe les prix des médicaments, qui les autorise sur la liste publique pour le remboursement aux patients français. Et donc, c'est donc l'État français qui régule le marché local du médicament et qui détermine si oui ou non le marché consommateur, si le marché est consommateur de cette innovation.
Donc, l'innovation est normalement plus fructueuse dans un marché consommateur d'innovation, et ça va de soi, évidemment. Donc, l'écosystème en France, et ça, c'est la bonne nouvelle, a été extrêmement favorable dans les dernières années, dans les dernières décennies, ce qui a permis à l'industrie du médicament de se développer de façon très importante. On peut noter que près de 5 milliards d'euros en R&D est investi en France à chaque année par le secteur du médicament, sur une enveloppe totale mondiale d'environ 100 milliards d'euros. Oui, 100 milliards d'euros qui est investi par année au monde, donc 5 milliards est investi ici en France. Il y a eu la création de 100 000 emplois directs en France par l'industrie, avec plus de 400 000 emplois indirects. Nous avons plus de 200 usines sur le territoire français, avec des exportations qui placent ce secteur au 3e rang en France en termes de balance commerciale, après l'aéronautique et le vin. Donc, clairement, un environnement qui a favorisé l'émergence d'un secteur extrêmement dynamique, créateur d'innovation, évidemment, créateur de richesse pour le pays. Malheureusement, depuis les 3 dernières années, ça c'est la moins bonne nouvelle, l'écosystème a commencé à changer. Le cercle vertueux qui a été créé est en train de devenir un cercle vicieux. Par exemple, le dernier investissement majeur qui a été fait en France dans le secteur du médicament, c'était la construction de l'usine des vaccins à Saint-Amand-les-Eaux, il y a 8 ans, usine de GSK. C'était le dernier investissement majeur dans l'industrie il y a 8 ans. Et sur les derniers 50 nouveaux médicaments approuvés en Europe, il n'y en a aucun qui sont produits en France sur le territoire dans ces 200 usines. Donc ça, c'est des signaux évidemment avant-coureurs du fait que le secteur commence à être en perte de compétitivité et c'est un impact qui va se faire sentir sur le moyen et long terme. Donc à court terme, on ressent plus ou moins les impacts négatifs de ce cercle vicieux, mais ça va se faire sentir dans les 10 prochaines années, ça c'est fort certain. Donc, qu'est-ce qui a changé dans cet environnement? En plus de la fiscalité qui est de moins en moins favorable, qu'on a discuté précédemment, il y a la détérioration du marché local. Donc, le marché joue un rôle important justement dans sa consommation d'innovation. Et ce marché retarde de plus en plus le remboursement des nouveaux médicaments en France. Et ce marché français du médicament est en récession de prix depuis maintenant 2 ans, qui est une première historique. Alors que les nouveaux médicaments sont approuvés par l'Agence européenne, ils mettent pratiquement 1 année à être remboursés en France, alors qu'ils mettent quelques jours en Allemagne pour atteindre le même objectif. Donc, il y a un décalage de quasiment 1 année entre l'Allemagne et la France pour la consommation de ces innovations. La récession du marché est liée particulièrement aux baisses de prix massives imposées par le gouvernement. Le médicament qui représente 15 % des dépenses de santé contribue plus de 50 % des économies visées par les projets de loi de financement, et ce, depuis maintenant 3 ans. Donc, il faut comprendre maintenant que le marché local est de moins en moins favorable, accompagné de cette fiscalité qui fait basculer le cercle vertueux en cercle vicieux. Il nous faut donc à tout prix rétablir cet équilibre si on veut garder cet écosystème de façon à ce qu'il soit plus productif pour notre économie pour les décennies à venir. On a un joyau entre les mains qu'il faut s'assurer de préserver. Donc, je termine sur 3 recommandations très rapidement. La première recommandation, c'est de moduler les incitatifs fiscaux selon le profil des industriels. On n'est pas tous égaux sur le territoire français. Certains sont des comptoirs commerciaux. D'autres, comme GSK, on a 4 usines sur le territoire français avec un centre de recherche. Donc, adapter ces incitatifs fiscaux au profil des industriels. Deuxièmement, fiabiliser le financement public en R&D et sanctuariser les crédits d'impôt recherche dont on a mentionné précédemment. Et dernière recommandation qui est importante, qui est liée à ce marché local, c'est de s'assurer que le marché local s'ouvre beaucoup plus rapidement au niveau médicaments avec la mise en place d'un remboursement conditionnel à la réalisation d'études cliniques en vraie vie localement afin de donner les réponses aux autorités normalement exigées avant le remboursement du produit. Ceci entraînerait davantage d'investissements R&D en France et tous les bénéfices qui y sont rattachés. Donc, en résumé, la puissance publique joue un rôle déterminant dans l'équilibre de l'écosystème d'innovation dans le domaine du médicament. Cet écosystème a besoin de soins d'urgence afin de lui donner la vigueur nécessaire et afin d'éviter à tout prix de placer cette industrie à l'étage des soins palliatifs, qui serait vraiment une catastrophe. Parfait. Merci beaucoup, Patrick. On est toujours dans les mêmes sujets de l'analyse des signaux faibles, sur une situation qui, globalement, n'est pas du tout défavorable à la France. Un tas de petits clignotants qui s'allument et qui nous obligent à la grande vigilance. Je vais laisser nos 3 orateurs reprendre leur souffle 1 seconde et donner, en bousculant un petit peu le programme, la parole à Bruno
Comme ça, je serai sûr qu'on l'aura entendu. Je me méfie tout de suite, toujours. Quand le ministre arrivera, ça va créer une certaine précipitation. Je ne voudrais pas que ça soit frustrant pour vous. Bruno, votre réaction à ce que vous venez d'entendre très rapidement, parce que je repasse très vite la parole à nos amis. Très rapidement. Il a été fait allusion directement et indirectement au concept de diversité par rapport à la capacité à innover. Est-ce que la diversité est un avantage pour être un innovateur? Et est-ce que la France n'est pas insuffisamment diverse à cet égard? Et je voudrais rappeler les résultats, ou plutôt la démarche qui a été la nôtre. Il y a 2 ans, nous avons eu une étude sur l'innovation collaborative en Europe. Et nous avons posé cette question. Est-ce que c'est un avantage que d'être divers pour être innovateur? Et en fait, il est très vite apparu que dans les phases initiales du processus d'innovation, ce qu'on appelle l'idéation quelquefois, c'est très avantageux d'avoir le maximum de points de départ différents, de cultures différentes, de genres différents, si ce n'est pas trop démago. Inversement, quand on en arrive au stade de l'exécution, de la mise sur le marché des innovations, on voudrait en gros que tout le monde soit allemand. On veut des gens très alignés, très exécutants, très disciplinés. Et l'illustration que je voudrais donner de ça, c'est l'interview d'un chef d'entreprise qui n'est pas aujourd'hui dans cette salle, et à qui je demandais « Est-ce que vous pratiquez la diversité dans vos secteurs d'innovation ?» Il m'a répondu « Oui, pas plus tard que ce matin, j'ai mis ensemble dans la même équipe des polytechniciens et des centraliens. » Donc, on a une définition de la diversité qui reste relative en France. Bien, c'était une petite transition pour le second round, mais pleine de saveur et puis pleine de bon sens. On va donc continuer avec les 3 autres interventions. Je vais vous demander les uns et les autres d'être extrêmement brefs, parce que de 2 choses l'une, ou le ministre est à l'heure, or un ministre est forcément à l'heure, et dans ce cas-là, il faut que nous le soyons aussi, et il ne nous reste pas beaucoup de temps, ou il n'est pas à l'heure, et à ce moment-là, on aura toujours le temps d'élargir la discussion. Nous ne manquons pas de sujet, mais je vous demande d'être extrêmement ramassés dans vos 3 interventions. Olivier Campenon, c'est d'ailleurs assez lié à ce que vient d'indiquer Bruno, un élément essentiel, un maillon essentiel de la chaîne de l'innovation, c'est la circulation des idées, et notamment des idées nouvelles. Sur quoi on pourrait améliorer les choses dans notre pays? Alors, c'est une statistique intéressante, c'est que 80% des idées nouvelles qu'on peut avoir nous-mêmes et toutes nos équipes nous viennent lorsqu'on est à l'extérieur du bureau. Donc c'est dire que d'abord il faut passer du temps à l'extérieur du bureau et que c'est parce qu'on va rencontrer d'autres personnes avec qui on va parler et qui vont justement nous apporter quelque chose de neuf. Ou alors il y a l'exemple, il y avait l'entreprise Honda qui dans le milieu du siècle dernier était en train de péricliter, et elle n'a dû son salut que parce que les dirigeants le week-end se baladaient avec leur moto, et ils se baladaient sur les petits chemins, et ils ont eu l'idée de créer les motos de cross, et c'est comme ça qu'ils ont développé l'entreprise là où elle est aujourd'hui. C'est pour dire l'importance. Alors en termes d'idées nouvelles, il y a d'abord 2 choses à séparer. D'une part, c'est la circulation au sein même des entreprises, et celle-là est importante. S'assurer que l'ensemble des unités travaillent ensemble, parce que c'est là où on va pouvoir faire émerger justement une innovation productrice. Et puis, c'est l'innovation externe. Et là, je vais prendre juste un rapide exemple, parce que celui-là, encore une fois, on l'a vécu en France. Exemple un peu malheureux, mais vous vous souvenez tous que la France était le premier à avoir inventé Internet 2.0. Ça s'appelait à l'époque Minitel. Et ce Minitel, il avait l'avantage de fournir et l'information et des sites marchands. Donc on avait vraiment tout. Et puis à ce moment-là est arrivé quelques autres inventeurs, des chercheurs qui ont créé l'Internet, qui était nettement moins mature, mais ouvert. Et donc on est typiquement dans une situation où on a un super produit, mais qui est face à une compétition beaucoup plus ouverte. On n'a pas su réagir, et le résultat, c'est que le Minitel a disparu. Je prends un même exemple dans un domaine connexe, les PC. Apple, situation propriétaire, assez performant, se retrouve en concurrence avec le monde du PC de Microsoft, et au bout d'un moment, périclite aussi. Et à ce moment-là, ils vont se réinventer en allant chercher des idées nouvelles tout autour d'eux. Donc là, Gilles, le petit instrument que vous avez là, l'écran tactile, c'est quelque chose qui existait depuis longtemps. Le fait que quand vous tournez votre écran, il change de direction, c'est un brevet BT.
Oui, donc Apple est allé chercher des choses à droite à gauche, il les a mis ensemble, et bingo, et on connaît le succès. Alors, tout le monde n'a pas un Steve Jobs sous la main, évidemment, pour s'en sortir. Mais c'est un exemple qui est assez criant et qui peut s'appliquer à toute taille d'entreprise, à toute idée, de la nécessité de pouvoir aller chercher les idées là où elles se trouvent et les ramener au bon moment, au bon endroit. Très bien, merci beaucoup. Culture de risque, maintenant, on en a parlé tout à l'heure dans l'ouverture, à la fois Gérald et Bruno. Bon, Patrick Roméo, sur cette culture du risque, comment on pourrait l'infuser dans la culture française? D'abord, nous avons reçu un signal très fort. Le président Chirac a constitutionnalisé le principe de précaution. Ça, c'est l'expression symbolique de la recherche absolue du risque zéro. L'État protecteur qui veut notre bien a décidé que nous ne devions pas courir de risques. En fait, il fait un amalgame extraordinaire entre risque et danger. Or, j'ai cru comprendre que la notion d'innovation allait de pair avec la notion de prise de risque. Donc je pense que nous sommes plombés pour l'éternité par un principe qui va nous tuer. Hein, voilà. Donc il faut d'urgence remiser le dinosaure au muséum d'histoire naturelle. Parce que risque, ça ne veut pas dire danger. Et nous sommes tous des industriels et notre job, c'est de développer nos activités en maîtrisant les risques. Donc si on nous empêche de prendre des risques par principe, on ne peut rien faire. Imaginez la France d'aujourd'hui avec le principe de précaution. Pas de vaccin, pas de TGV, la grande vitesse, vous n'y pensez pas. Pas de four à micro-ondes, mon Dieu, des ondes. Et puis je peux vous faire la longue liste. Or, la tradition de la France, c'est Pasteur, c'est Marie Curie, c'est Montgolfier, c'est Eiffel. Et donc je pense que le principe de précaution est le principe le plus destructeur depuis longtemps. On m'a demandé de la faire très courte, donc je pense que je ne peux pas être plus court que ça. Eh bien écoutez, c'est clair, net. On voulait absolument que l'innovation ne se résume pas à des questions d'innovation technologique ou des innovations de process. Et Patrick a accepté de plancher sur l'innovation managériale. Exactement, exactement. On a parlé beaucoup de culture aujourd'hui et pour faire le pont entre ce que vous venez de mentionner, Patrick et Olivier, moi, ce qui m'a marqué en France, en fait, quand je suis arrivé il y a 3 ans, c'est vraiment le style managérial. Et pour moi, il y a 2 choses qui m'ont marqué. Premièrement, le style managérial à l'interne dans les organisations, c'est plutôt directif et plutôt axé vers le contrôle, où le patron doit avoir toutes les réponses. Donc, il y a une attente même des collaborateurs à ce que les réponses viennent du patron ou des patrons. Donc, pour moi, ça, c'est un des trucs que j'ai remarqué qui, je crois, peut en fait être très réducteur dans cette création d'idées. Et ça peut vraiment tuer l'innovation dans l'œuf si on ne responsabilise pas les collaborateurs pour qu'eux-mêmes puissent arriver aux réponses et challenger les idées. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est la séparation des talents entre le secteur privé et le secteur public. Et ça, c'est probablement lié à la très haute scolarisation et la formation très prestigieuse des hauts fonctionnaires qui fait en sorte qu'il y a vraiment une séparation entre les managers privés et publics. Et sur cet aspect-là, je crois qu'il y a une opportunité pour nous en tant que grande entreprise de favoriser des passerelles, des échanges, une espèce de talent management qui permettrait de pouvoir offrir des missions, des stages du côté des fonctionnaires pour venir à l'entreprise et vice-versa, parce que je pense qu'on gagnerait à avoir une plus grande perspective du secteur privé, du secteur public, pour qu'on puisse avancer ensemble. Sur l'autre aspect, qui est l'aspect managérial, qui est plus directif et peut-être plus contrôlant, si je peux m'exprimer ainsi, j'ai consulté en fait le groupe Hay Group, que vous connaissez sûrement, et sans grande surprise, l'étude de Hay Group démontre un lien direct entre le style de leadership managérial et les résultats des entreprises dans le moyen et long terme. Et dans cette étude, les managers français se démarquent particulièrement de la moyenne mondiale par un style managérial encore très directif. Et ces résultats sont corroborés avec les résultats d'enquête d'engagement France versus le reste du monde. Donc, tout ça est lié. Et dans leur recherche annuelle sur les entreprises les plus performantes, il ressort que dans ces entreprises performantes, le rôle des leaders est plus axé sur la capacité à donner de la perspective, favoriser la coopération entre les équipes, créer de l'espace d'expression et d'émergence de nouvelles idées versus un rôle, évidemment, plus directif et axé vers le contrôle. Et
Et je pense qu'en tant que leader dans nos propres entreprises et équipes, la responsabilité nous incombe à nous tous, ça incombe à moi, ça incombe à vous tous, de faire ce changement et de s'assurer que ça fonctionne. La grande question, évidemment, c'est comment on réussit à faire ça. Je pense qu'il faut renverser la pyramide managériale. C'est peut-être un terme qui circule déjà. C'est le concept de leader, facilitateur et challenger, où le leader sert les collaborateurs pour s'assurer qu'on puisse créer un environnement où on responsabilise, on challenge, mais on soutient la génération d'idées, la prise de risque, et on responsabilise les collaborateurs pour pouvoir avancer. Et notre job, c'est vraiment de donner la perspective, ouvrir la voie, soutenir en cas de difficulté et lever les barrières. Et je peux me permettre peut-être un exemple, si le ministre n'est pas encore arrivé. Non, je vous en prie. Juste un exemple qui m'a marqué, moi, c'est dans une de nos usines ici en France, à Évreux, usine respiratoire, où je faisais une visite de l'usine et je suis arrivé durant l'heure du déjeuner, la pause de 40 minutes, je crois, en usine. Et il y avait un technicien qui faisait un changement sur une des lignes de production. Et j'ai échangé avec le technicien, il me disait que le changement qu'il faisait, c'était pour améliorer de quelques unités de productivité par jour sur la ligne de production. Donc vraiment un petit changement très, très, très fin. Et quand j'ai continué à questionner, le technicien, en fait, implémentait une solution qui avait été développée par les collaborateurs qui travaillent sur cette ligne la semaine précédente. Donc, les collaborateurs avaient suggéré une amélioration. Ça avait été testé durant le week-end et le technicien implémentait la solution le lundi même lorsque j'étais là. Donc, dans ce style de management, ça permet aux collaborateurs de poser des idées, de poser des questions pour s'assurer qu'on puisse tous gagner. Et dans un style directif axé vers le contrôle, ce type d'idée n'aurait pas pu être mis de l'avant. Et cette usine en question a amélioré sa productivité de 45 % en 3 ans. Patrick, je crois qu'il faut insister sur le fait qu'il avait été mis à jour de façon très claire lors de la réunion qui nous avait réunis pour préparer cette table ronde. Il n'y a pas l'innovation technologique d'un côté et l'innovation managériale de l'autre. L'innovation technologique est plus qu'une innovation aujourd'hui. C'est une innovation qui transforme tellement l'entreprise qu'elle doit forcément la conduire à revoir de fond en comble ses organisations. Et revoyant de fond en comble ses organisations, elle est aussi obligée de revoir de fond en comble sa culture managériale et ses fonctionnements. Je crois que c'était un point important. Bien, alors, j'aurais pu laisser la parole à Bruno Lanvin, mais j'avais pris la précaution de la lui laisser une première fois. Alors, je vais quand même transmettre le petit mot qui sera une façon humoristique d'accueillir M. Montebourg. Au moment où Olivier nous parlait de la circulation des idées nouvelles, Bruno, qui est absolument intarissable dans les statistiques, me sort cette statistique formidable. 90% des idées nouvelles sont trouvées en dehors du bureau. Et Bruno ajoutait, c'est peut-être la raison pour laquelle Arnaud Montebourg vient nous voir. Bien, merci messieurs.